c'est un très bon moment pour parler du PEA et on en parle avec Audrey Ferry, responsable de l'ingénierie patrimoniale de Bordier et Compagnie à Paris. Bonjour Audrey. Bonjour Grégoire. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Les règles de fonctionnement du PEA, effectivement, c'est toujours intéressant de s'y replonger parce qu'il y a parfois des détails, des subtilités qu'on a oubliées ou qui nous ont échappé. La première question est très simple. Qui peut ouvrir un PEA aujourd'hui en France ? Alors, le PEA, donc, c'est le plan d'épargne en action. C'est un produit d'épargne réglementé qui permet de détenir et de gérer un portefeuille d'actions de sociétés françaises et de la zone euro. Et le tout en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse puisque, à condition de ne pas effectuer de retrait pendant 5 ans, on est exonéré d'impôt sur le revenu. Surtout les gains, que ce soit des dividendes ou des plus-values de cession. Donc c'est fiscalement très intéressant. Une enveloppe très intéressante pour détenir des actions. Enfin, c'est le but du PEA. Tout à fait. Pour répondre à votre question, qui peut détenir un PEA ? Alors, un PEA, il peut être souscrit par tout particulier, une personne physique, majeure, qui réside fiscalement en France. Quand on a par exemple des couples qui sont mariés ou bien pacsés, chaque membre du couple peut détenir un PEA. Et enfin, pour les enfants majeurs qui sont fiscalement à charge, ça c'est assez récent, c'est la loi Pacte de mai 2019 qui les autorise, donc entre 18 et 25 ans, quand on est encore à la charge fiscale de ses parents, on peut détenir un PEA classique avec un montant plus réduit. Oui, parce qu'il y a différents types de PEA. Et d'ailleurs, les limites de l'enveloppe ne sont pas forcément les mêmes entre le PEA traditionnel, peut-être le plus connu, et d'autres. Il y a un PEA PME ETI, c'est ça, Audrey ? Et puis un PEA jeune également. Est-ce qu'il y a des distinctions effectivement entre ces différentes sous-enveloppes, sous-catégories du PEA ? Oui, alors on a le droit effectivement, quand on est titulaire d'un PEA classique, on a le droit aussi d'avoir un PEA PME. Mais je peux très bien aussi souscrire un PEA PME et ne pas avoir de PEA classique. C'est assez souple. Les versements se font uniquement en numéraire, ça c'est important. À un PEA bancaire, on a d'un côté un compte espèce sur lequel on va verser l'argent, qui va servir ensuite au compte titre pour acquérir les titres. Les plafonds de versement pour un PEA classique, c'est 150 000 €. Pour un PEA PME, donc petite et moyenne entreprise, on est sur un plafond maximum de 75 000 €. Sachant qu'avec la loi Pacte, on a porté ce plafond à 225 000 €, mais il faut prendre en compte ce qu'on a déjà versé sur le PEA classique. Donc, par exemple, imaginons, je suis titulaire d'un PEA classique avec 60 000 € de versement, je peux ouvrir un PEA PME et placer 165 000 € dessus. Voilà. Et pour le PEA jeune... mais donc, pour aller au-delà des 75 000 sur le PEA PME ETI, il faut avoir un PEA traditionnel. Non, je peux avoir juste un PEA PME à 225. Mais si j'ai déjà un PEA classique, je dois prendre en compte ce que j'ai déjà versé pour ne pas dépasser au maximum les 225 000 €. Très clair. Voilà. Et pour les PEA jeunes, donc les enfants fiscalement à charge de 18 à 25 ans, c'est maximum 20 000 €. Et une fois qu'ils auront leur propre foyer fiscal, ils pourront augmenter à 150 000 € sur ce PEA classique et ils auront le droit d'ouvrir un PEA PME. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le PEA ? Vous avez dit, c'est Action France et zone euro, mais bon, voilà, ça c'est le point de départ. Alors, dans un PEA, on peut effectivement détenir des actions de sociétés cotées ou non cotées, des sociétés françaises ou de la zone euro, donc ça exclut la Suisse et le Royaume-Uni. On peut également détenir des parts d'OPC, organismes de placement collectif, dont les actifs sont investis à hauteur de au moins 75% en titres éligibles au PEA. Et on peut aussi posséder donc, des ETF qui répliquent les performances d'investissement réalisées hors Union européenne, voire obligataires. Ouais. La subtilité avec les ETF, c'est que justement, ce sont des produits qui permettent de sortir de la zone d'investissement France ou zone euro. Voilà, parce qu'il y a de l'ingénierie financière derrière, qu'il y a de la réplication. On peut avoir des ETF exposés sur la zone États-Unis, par exemple, ou plus globalement sur le monde entier. Et on peut mettre ces ETF dans son PEA. Tout à fait. Après, il y a pas mal de titres qui sont exclus. Donc, par exemple, des parts de SCI ne pourraient pas figurer dans un PEA.
Ou encore, si j'ai des titres en démembrement de propriété, je ne peux pas les inscrire non plus dans un PEA. Ouais. En général, quand on a un avantage fiscal, par exemple une réduction d'impôt sur le revenu, on ne va pas pouvoir cumuler et on ne va pas pouvoir placer ces titres-là sur un PEA. Depuis 2016, on a une autre restriction. Si je possède des titres en dehors de mon PEA ou mon groupe familial, donc mon conjoint, mon partenaire de Pacs, mes enfants, mes parents par exemple, je ne peux pas les acheter et les placer sur un PEA. D'accord. Voilà. Et par exemple, par rapport aussi au Brexit, donc maintenant, les titres, depuis le 1er janvier 2021, il n'est plus possible d'avoir des sociétés du Royaume-Uni. Et pour les personnes qui possédaient sur leur PEA des titres de société au Royaume-Uni, on a une période pour soit les vendre, soit les retirer et compenser financièrement jusqu'au 30 septembre 2021. Bon, ça c'est quand on achète des titres en direct, et puis quand on passe par des fonds ou des OPC, ils sont tous marketés éligibles PEA. Hein. Chaque fonds qui est éligible PEA vous le fera savoir, évidemment. On peut mettre du non-coté aussi dans son PEA, Audrey. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on place des titres, des actions non cotées dans son plan épargne en action ? Oui, alors c'est tout à fait possible, hein, tant dans le PEA classique que dans le PEA PME. Après, il faut être vigilant sur une condition d'éligibilité qui est relative à la participation que l'on a dans la société. On ne doit pas posséder, ni avoir possédé au cours des 5 années précédant l'achat, plus de 25% du capital de la société. Et ça vous concerne, vous, votre conjoint ou votre partenaire de Pacs, les ascendants, les descendants. Donc tout le groupe familial doit être compté pour voir si on respecte bien moins de 25% pour être dans le PEA. Ouais. Voilà. Il faut faire attention à la fiscalité. Il y a une fiscalité particulière qui peut s'appliquer sur ces titres, Audrey ? Oui, alors pour rappel, avant de développer la partie spécifique aux titres non cotés, donc le PEA, si je le conserve pendant 5 ans et que je fais un retrait après 5 ans, je suis totalement exonérée d'impôt sur le revenu, tant sur les dividendes que sur les plus-values, mais je dois payer des prélèvements sociaux lorsque je fais un retrait. L'enveloppe est conservée, je peux continuer à faire des versements dessus. Si mon PEA a moins de 5 ans, attention, si je retire de l'argent, je vais être fiscalisé à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Donc, c'est le fameux prélèvement forfaitaire unique de 30%, 12,8 et 17,2. L'enveloppe est cassée. Eh oui, exactement. Ah ouais. Donc, il faut être vigilant sur ce point. Maintenant, sur la partie des titres non cotés, donc j'ai dit, quand on a un PEA de plus de 5 ans, on est totalement exonéré d'impôt sur le revenu. Alors, pas pour la partie dividende des titres non cotés qui excède un certain plafond. En fait, pour les titres non cotés, je dois regarder leur valeur d'inscription et 10% de cette valeur d'inscription, ce sera la partie non fiscalisée pour les dividendes et ce qui dépasse sera fiscalisé. Je vais prendre un exemple pour vous expliquer, ce sera peut-être plus clair. Imaginons, j'inscris dans mon PEA des titres non cotés pour 50 000 €, je perçois un dividende de 12 000 €. Sur ces 12 000 €, 5 000, c'est-à-dire 10% du montant d'inscription, sont exonérés. Mais par contre, la partie supérieure, 7 000 € sera fiscalisée. Là où il faut être vigilant, ça va être au moment où on va faire un retrait sur le PEA, parce qu'on ne va pas prendre en compte cette taxation qui a déjà été faite sur les dividendes. Donc si mon PEA a moins de 5 ans, je dois être vigilant et je dois me dire j'ai déjà payé l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux sur ces dividendes qui excèdent ce fameux plafond. Donc attention, je dois bien penser dans ma déclaration de revenus il y a une case spécifique pour mettre ce montant-là et ne pas repayer l'impôt. Et si c'est après 5 ans, je dois faire une réclamation auprès de l'administration fiscale pour ne pas être doublement fiscalisé sur les prélèvements sociaux. Bon, je crois que c'est le moment de réfléchir à sa déclaration de revenus. Visiblement, c'est d'actualité. C'est en ce moment que ça se passe. Merci beaucoup Audrey, merci d'être venu nous rappeler effectivement les règles de fonctionnement de ce PEA. Alors enveloppe bien connue, mais encore une fois, il y a des subtilités réglementaires, fiscales qu'il était important de rappeler avec vous. Audrey Ferry qui était à mes côtés en plateau, merci encore, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier et compagnie à Paris. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve évidemment ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.